tout en prétendant qu'il le trouvait ridicule sans plus. Il leur échappait, disait-il, que même des animaux puissent s'abaisser à d'aussi viles bêtises. Tout animal surpris à chanter bête d'Angleterre se voyait sur le champ donner la bastonnade. Et pourtant, l'hymne gagnait toujours du terrain, irrésistible. Les merles le sifflaient dans les haies, les pigeons le roucoulaient dans les ormes, il se mêlait au tapage du maréchal Ferrand comme à la mélodie des cloches. Et les humains, à son écoute, en leur fort intérieur, tremblaient comme à l'annonce d'une prophétie funeste. Au début d'octobre, une fois le blé coupé, mis en meule et en partie battu, un vol de pigeons vint tourbillonner dans les airs, puis, dans la plus grande agitation, se posa dans la cour de la ferme des animaux. Jones et tous ses ouvriers, accompagnés d'une demi-douzaine d'hommes de main de Foxwood et de Pinchfield, avaient franchi la clôture aux 5 barreaux et gagné la maison par le chemin de terre. Tous étaient armés de gourdins, sauf Jones, qui allait en tête, fusil en main. Sans nul doute, ils entendaient reprendre possession des lieux. À cela, on s'était attendu de longue date, et toute précaution était prise. Boule de Neige avait étudié les campagnes de Jules César dans un vieux bouquin découvert dans le corps de logis, et il dirigeait les opérations défensives. Promptement, il donna ses ordres, et en peu de temps chacun fut à son poste. Comme les humains vont atteindre les dépendances, Boule de Neige lance sa première attaque. Les pigeons, au nombre de 35, survolent le bataillon ennemi à modeste altitude et lâchent leurs fientes sur le crâne des assaillants. L'ennemi, surpris, doit bientôt faire face aux oies à l'embuscade derrière la haie, qui débouche et charge. Du bec, elles s'en prennent au mollet. Encore ne sont cela qu'escarmouches et menues diversions. Bientôt, d'ailleurs, les humains repoussent les oies à grands coups de gourdin. Mais alors Boule de Neige lance sa seconde attaque. En personne, il conduit ses troupes à l'assaut, soit Edmé, la chèvre blanche, et tous les moutons. Et tous se ruent sur les hommes, donnant du boutoir et de la corne, les harcelant de toutes parts. Cependant, un rôle particulier est dévolu à l'âne Benjamin, qui tourne sur lui-même et de ses petits sabots décoche ruade après ruade. Mais une nouvelle fois, les hommes prennent le dessus, grâce à leurs gourdins et à leurs chaussures ferrées. À ce moment, Boule de Neige pousse un cri aigu, signal de la retraite, et tous les animaux de tourner kazakh, de fuir par la grande porte et de gagner la cour. Les hommes poussent des clameurs de triomphe, et croyant l'ennemi en déroute, ils se précipitent çà et là à ses trousses. C'est ce qu'avait escompté Boule de Neige. Dès que les hommes se furent bien avancés dans la cour, à ce moment surgissent de l'arrière les 3 chevaux, les 3 vaches et le gros des cochons, jusque-là demeurés en embuscade dans l'étable. Les humains, pris à revers, voient leur retraite coupée. Boule de Neige donne le signal de la charge, lui-même fonçant droit sur Jones. Celui-ci, prévenant l'attaque, lève son arme et tire. Les plombs se logent dans l'échine de Boule de Neige et l'ensanglante, et un mouton est abattu, mort. Sans se relâcher, Boule de Neige se jette de tout son poids, 120 kilos, dans les jambes du propriétaire exproprié qui lâche son fusil et va bouler sur un tas de fumier. Mais le plus horrifiant, c'est encore Malabar, cabré, sur ses pattes de derrière et frappant du fer de ses lourds sabots avec une vigueur d'étalon. Le premier coup, arrivé sur le crâne, expédie un palefrenier de Foxwood dans la boue, inerte. Voyant cela, plusieurs hommes lâchent leurs gourdins et tentent de fuir. C'est la panique chez l'ennemi. Tous les animaux le prennent en chasse, le traquent autour de la cour, l'assaillent du sabot et de la corne, culbutant, piétinant les hommes, et pas un animal qui, à sa façon, ne tienne sa revanche, et même la chatte s'y met. Bondissant du toit, tout à trac sur les épaules d'un vacher, elle lui enfonce les griffes dans le cou, ce qui lui arrache des hurlements. Mais à un moment, sachant la voie libre, les hommes filent hors de la cour, puis s'enfuient sur la route, trop heureux d'en être quittes à bon compte. Ainsi, à 5 minutes de l'invasion, et par le chemin même qu'ils avaient pris, ils battaient en retraite, ignominieusement. Un troupeau d'oies à leur chausse, leur mordant les jarrets et sifflant des huées. Plus d'hommes sur les lieux, sauf un, le palefrenier, gisant la face contre terre. Revenu dans la cour, Malabar effleurait le corps à petits coups de sabot, s'efforçant de le retourner sur le dos. Le garçon ne bougeait plus. « Il est mort », dit Malabar, tout triste. « Ce n'était pas mon intention de le tuer. J'avais oublié les fers de mes sabots.
Mais qui voudra croire que je ne l'ai pas fait exprès? Pas de sentimentalité, camarade! S'écria Boule de Neige dont les blessures saignaient toujours. La guerre, c'est la guerre! L'homme n'est à prendre en considération que changé en cadavre. Je ne veux assassiner personne, même pas un homme, répétait Malabar, en pleurs. Où est donc Edmé? S'écria quelqu'un. De fait, Edmé était invisible. Les animaux étaient dans tous leurs états. Avait-elle été molestée, plus ou moins grièvement? Ou peut-être même les hommes l'avaient-ils emmenée, prisonnière? Mais à la fin, on la retrouva dans son box. Elle s'y cachait, la tête enfouie dans le foin. Entendant une détonation, elle avait pris la fuite. Plus tard, quand les animaux revinrent dans la cour, ce fut pour s'apercevoir que le garçon d'écurie, ayant repris connaissance, avait décampé. De nouveau rassemblés, les animaux étaient au comble de l'émotion, et à tue-tête chacun racontait ses prouesses au combat. À l'improviste et sur le champ, la victoire fut célébrée. On hissa les couleurs, on chanta Bête d'Angleterre plusieurs fois de suite. Enfin, le mouton qui avait donné sa vie à la cause fut l'objet de funérailles solennelles. Sur sa tombe, on planta une aubépine. Au bord de la fosse, Boule de Neige prononça une brève allocution. « Les animaux, déclara-t-il, doivent se tenir prêts à mourir pour leur propre ferme. » À l'unanimité, une décoration militaire fut créée, celle de héros animal, première classe, et elle fut conférée séance tenante à Boule de Neige et à Malabar. Il s'agissait d'une médaille en cuivre. En fait, on l'avait trouvée dans la sellerie, car autrefois elle avait servi de parure au collier des chevaux, à porter les dimanches et jours fériés. Une autre décoration, celle de héros animal, deuxième classe, fut, à titre posthume, décernée aux moutons. Longtemps on discuta du nom à donner au combat, pour enfin retenir celui de bataille de l'étable, vu que de ce point l'attaque victorieuse avait débouché. On ramassa dans la boue le fusil de M. Jones. Or on savait qu'il y avait des cartouches à la ferme. Aussi fut-il décidé de dresser le fusil au pied du mât, tout comme une pièce d'artillerie, et 2 fois l'an de tirer une salve, le 12 octobre en souvenir de la bataille de l'étable, et à la Saint-Jean d'été, jour commémoratif du soulèvement. Chapitre 5. L'hiver durait, et de plus en plus, Lubie faisait des siennes. Chaque matin elle était en retard au travail, donnant pour excuse qu'elle ne s'était pas réveillée et se plaignant de douleurs singulières, en dépit d'un appétit robuste. Au moindre prétexte, elle quittait sa tâche et filait à l'abreuvoir pour s'y mirer comme une sotte. Mais d'autres rumeurs plus alarmantes circulaient sur son compte. Un jour, comme elle s'avançait dans la cour, légère et trottant menue, minaudant de la queue et mâchonnant du foin, Douce la prit à part. « Lubie, dit-elle, j'ai à te parler tout à fait sérieusement. Ce matin, je t'ai vu regarder par-dessus la haie qui sépare de Foxwood la ferme des animaux. L'un des hommes de M. Pilkington se tenait de l'autre côté, et j'étais loin de là, j'en conviens, mais j'en suis à peu près certaine. J'ai vu qu'il te causait et te caressait le museau. Qu'est-ce que ça veut dire, ces façons, Lubie? Lubie se prit à piaffer et à caracoler, et elle dit « Pas du tout. Je lui causais pas. Il m'a pas caressé. C'est des mensonges. Lubie, regarde-moi bien en face. Donne-moi ta parole d'honneur qu'il ne te caressait pas le museau. Des mensonges! Répéta Lubie. Mais elle ne put soutenir le regard de Douce, et l'instant d'après fit volte-face et fila au galop dans les champs. Soudain Douce eut une idée. Sans s'en ouvrir aux autres, elle se rendit au box de Lubie et à coups de sabot retourna la paille. Sous la litière, elle avait dissimulé une petite provision de morceaux de sucre, ainsi qu'abondance de rubans de différentes couleurs. 3 jours plus tard, Lubie avait disparu. Et 3 semaines durant, on ne sut rien de ses pérégrinations. Puis les pigeons rapportèrent l'avoir vue de l'autre côté de Willingdon, dans les brancards d'une charrette anglaise peinte en rouge et noir, à l'arrêt devant une taverne. Un gros homme au teint rubicond, portant guêtre et culotte de cheval, et ayant tout l'air d'un cabaretier, lui caressait le museau et lui donnait des sucres. Sa robe était tondue de frais et elle portait une mèche enrubannée d'écarlate. Elle avait l'air bien contente, à ce que dirent les pigeons. Par la suite, et à jamais, les animaux ignorèrent tout de ses faits et gestes. En janvier, ce fut vraiment la mauvaise saison.
Le froid vous glaçait les sangs, le sol était dur comme du fer, le travail au champ hors de question. De nombreuses réunions se tenaient dans la grange, et les cochons étaient occupés à établir le plan de la saison prochaine. On en était venu à admettre que les cochons, étant manifestement les plus intelligents des animaux, décideraient à l'avenir de toute question touchant la politique de la ferme, sous réserve de ratification à la majorité des voix. Cette méthode aurait assez bien fait l'affaire sans les discussions entre Boule de Neige et Napoléon, mais tout sujet prêtant à contestation les opposait. L'un proposait-il un ensemencement d'orge sur une plus grande superficie, l'autre, immanquablement, plaidait pour l'avoine. Ou si l'un estimait tel champ juste ce qui convient aux choux, l'autre rétorquait « betterave ». Chacun d'eux avait ses partisans, d'où la violence des débats. Lors des assemblées, Boule de Neige l'emportait souvent grâce à des discours brillants, mais entre-temps Napoléon était le plus apte à rallier le soutien des uns et des autres. C'est auprès des moutons qu'il réussissait le mieux. Récemment, ceux-ci s'étaient pris à bêler avec grand intérêt le slogan révolutionnaire « 4 pattes oui, 2 pattes non » à tout propos et hors de propos, et souvent ils interrompaient les débats de cette façon. On remarqua leur penchant à entonner leurs refrains aux moments cruciaux des discours de Boule de Neige. Celui-ci avait étudié de près de vieux numéros d'un hebdomadaire consacré au fermage et à l'élevage qu'il avait déniché dans le corps du bâtiment principal, et il débordait de projets, innovation et perfectionnement. C'est en érudit qu'il parlait ensilage, drainage des champs ou même scorie mécanique. Il avait élaboré un schéma compliqué. Désormais, les animaux déposeraient leurs fientes à même les champs, en un point différent chaque jour, afin d'épargner le transport. Napoléon ne soumit aucun projet, s'en tenant à dire que les plans de Boule de Neige tomberaient en quenouille. Il paraissait attendre son heure. Cependant, aucune de leurs controverses n'atteignit en âpreté celle du moulin à vent. Dominant la ferme, un monticule se dressait dans un grand pâturage proche des dépendances. Après avoir reconnu les lieux, Boule de Neige affirma y voir l'emplacement idéal d'un moulin à vent. Celui-ci, grâce à une génératrice, alimenterait la ferme en électricité. Ainsi, éclairerait-on écurie, étable et porcherie, et les chaufferait-on en hiver. Le moulin actionnerait encore un hache-paille, une machine à couper la betterave, une scie circulaire, et il permettrait la traite mécanique. Les animaux n'avaient jamais entendu parler de rien de pareil. Car cette ferme vieillotte n'était pourvue que de l'outillage le plus primitif. Aussi écoutait-il avec stupeur Boule de Neige, évoquant toutes ces machines mirifiques qui feraient l'ouvrage à leur place, tandis qu'il pèterait à loisir ou se cultiverait l'esprit par la lecture et la conversation. En quelques semaines, Boule de Neige mit définitivement au point ses plans. La plupart des détails techniques étaient empruntés à 3 livres ayant appartenu à M. Jones, un manuel du bricoleur, un autre du maçon, un cours d'électricité pour débutants. Il avait établi son cabinet de travail dans une couveuse artificielle aménagée en appentis. Le parquet lisse de l'endroit étant propice à qui veut dresser des plans, il s'enfermait là des heures durant, une pierre posée sur les livres pour les tenir ouverts, un morceau de craie fixé à la patte, allant et venant, traçant des lignes et de temps à autre poussant de petits grognements enthousiastes. Les plans se compliquèrent au point de bientôt n'être qu'un amas de manivelles et pignons couvrant plus de la moitié du parquet. Les autres animaux, absolument dépassés, étaient transportés d'admiration. Une fois par jour au moins, tous venaient voir ce qu'il était en train de dessiner, et même les poules et canards, qui prenaient grand soin de contourner les lignes tracées à la craie. Seul Napoléon se tenait à l'écart. Dès qu'il en avait été question, il s'était déclaré hostile au moulin à vent. Un jour, néanmoins, il se présenta à l'improviste pour examiner les plans. De sa démarche lourde, il arpenta la pièce, braquant un regard attentif sur chaque détail, et il renifla de dédain une fois ou deux. Un instant il s'arrêta à lorgner le travail du coin de l'œil, et soudain il leva la patte et, incontinent, compissa le tout. Ensuite, il sortit sans dire mot. Toute la ferme était profondément divisée sur la question du moulin à vent. Boule de Neige ne niait pas que la construction en serait malaisée. Il faudrait extraire la pierre de la carrière pour en bâtir les murs, puis fabriquer les ailes, ensuite il faudrait encore se procurer les dynamos et les câbles. Comment? Il se taisait là-dessus. Pourtant, il ne cessait d'affirmer que le tout serait achevé en un an.
Dans la suite, il déclara que l'économie en main-d'œuvre permettrait aux animaux de ne plus travailler que 3 jours par semaine. Napoléon, quant à lui, arguait que l'heure était à l'accroissement de la production alimentaire. « Perdez votre temps, disait-il, à construire un moulin à vent, et tout le monde crèvera de faim. » Les animaux se constituèrent en factions rivales, avec chacune son mot d'ordre. Pour l'une, « Votez pour Boule de Neige et la semaine de 3 jours !» Pour l'autre, « Votez pour Napoléon et la mangeoire pleine !» Seul Benjamin ne s'enrôla sous aucune bannière. Il se refusait à croire à l'abondance de nourriture comme à l'extension des loisirs. « Moulin à vent ou pas, disait-il, la vie continuera pareille, mal par conséquent. » Outre les controverses sur le moulin à vent, se posait le problème de la défense de la ferme. On se rendait pleinement compte que les humains, bien qu'ils eussent été défaits à la bataille de l'étable, pourraient bien revenir à l'assaut avec plus de détermination cette fois pour rétablir M. Jones à la tête du domaine. Ils y auraient été incités d'autant plus que la nouvelle de leur débâcle avait gagné les campagnes, rendant plus récalcitrants que jamais les animaux des fermes. Comme à l'accoutumée, Boule de Neige et Napoléon s'opposaient. Suivant Napoléon, les animaux de la ferme devaient se procurer des armes et s'entraîner à s'en servir. Suivant Boule de Neige, ils devaient dépêcher vers les terres voisines un nombre de pigeons toujours accru afin de fomenter la révolte chez les animaux des autres exploitations. Le premier soutenait que, faute d'être à même de se défendre, les animaux de la ferme couraient au désastre. Le second, que des soulèvements en chaîne auraient pour effet de détourner l'ennemi de toute tentative de reconquête. Les animaux écoutaient Napoléon, puis Boule de Neige, mais ils ne savaient pas à qui donner raison. De fait, ils étaient toujours de l'avis de qui parlait le dernier. Le jour vint où les plans de Boule de Neige furent achevés. À l'assemblée tenue le dimanche suivant, la question fut mise aux voix. Fallait-il ou non commencer la construction du moulin à vent? Une fois les animaux réunis dans la grange, Boule de Neige se leva, et quoiqu'interrompu de temps à autre par les bêlements des moutons, exposa les raisons qui plaidaient en faveur du moulin à vent. Puis Napoléon se leva à son tour. « Le moulin à vent, déclara-t-il avec beaucoup de calme, est une insanité. » Il déconseillait à tout le monde de voter le projet. Et ayant tranché, il se rassit, n'ayant pas parlé 30 secondes, et semblant ne guère se soucier de l'effet produit. Sur quoi Boule de Neige bondit. Ayant fait taire les moutons qui s'étaient repris à bêler, il se lança dans un plaidoyer d'une grande passion en faveur du moulin à vent. Jusque-là, l'opinion flottait, partagée en deux. Mais bientôt les animaux furent transportés par l'éloquence de Boule de Neige, qui, en termes flamboyants, brossa un tableau du futur à la ferme des animaux. Plus de travail sordide, plus d'échine ployée sous le fardeau. Et l'imagination aidant, Boule de Neige, loin désormais des haches-pailles et des coupes betteraves, loua hautement l'électricité. Celle-ci, proclamait-il, actionnera batteuses et charrues, herses et moissonneuses lieuses. En outre, elle permettra d'installer dans les étables la lumière, le chauffage, l'eau courante chaude et froide. Quand il se rassit, nul doute ne subsistait sur l'issue du vote. À ce moment, toutefois, Napoléon se leva, jeta sur Boule de Neige un regard oblique et singulier, et poussa un gémissement dans l'aigu que personne ne lui avait encore entendu pousser. Sur quoi ce sont dehors des aboiements affreux, et bientôt se ruent à l'intérieur de la grange 9 molosses portant des colliers incrustés de cuivre. Ils se jettent sur Boule de Neige, qui de justesse échappe à leur croc. L'instant d'après, il avait passé la porte, les chiens à ses trousses. Alors, trop abasourdis et épouvantés pour élever la voix, les animaux se pressèrent en cohue vers la sortie pour voir la poursuite. Boule de Neige détalait par le grand pâturage qui mène à la route. Il courait comme seul un cochon peut courir, les chiens sur ses talons. Mais tout à coup voici qu'il glisse, et l'on croit que les chiens sont sur lui. Alors il se redresse, et file d'un train encore plus vif. Les chiens regagnent du terrain, et l'un d'eux, tout croc dehors, est sur le point de lui mordre la queue quand, de justesse, il l'esquive. Puis dans un élan suprême, Boule de Neige se faufile par un trou dans la haie, et on ne le revit plus. En silence, terrifiés, les animaux regagnaient la grange. Bientôt les chiens revenaient, et toujours au pas accéléré. Tout d'abord,
Personne ne soupçonna d'où ces créatures pouvaient bien venir, mais on fut vite fixé, car c'étaient là les 9 chiots que Napoléon avait ravis à leur mère et élevés en secret. Pas encore tout à fait adultes, déjà c'étaient des bêtes énormes, avec l'air féroce des loups. Ces molosses se tenaient aux côtés de Napoléon, et l'on remarqua qu'ils frétillaient de la queue à son intention, comme ils avaient l'habitude de faire avec Jones. Napoléon, suivi de ces molosses, escaladait maintenant l'air surélevé du plancher d'où Sage l'Ancien naguère avait prononcé son discours. Il annonça que dorénavant il ne se tiendrait plus d'assemblée du dimanche matin. « Elle ne servait à rien, » déclara-t-il. « Pure perte de temps. » À l'avenir, toute question relative à la gestion de la ferme serait tranchée par un comité de cochons sous sa propre présidence. Le comité se réunirait en séance privée, après quoi les décisions seraient communiquées aux autres animaux. On continuerait de se rassembler le dimanche matin pour le salut au drapeau, chanter Bête d'Angleterre et recevoir les consignes de la semaine. Mais les débats publics étaient abolis. Encore sous le choc de l'expulsion de Boule de Neige, entendant ces décisions, les animaux furent consternés. Plusieurs d'entre eux auraient protesté si des raisons probantes leur étaient venues à l'esprit. Même Malabar était désemparé, à sa façon confuse. Les oreilles rabattues et sa mèche lui fouettant le visage, il essayait bien de rassembler ses pensées, mais rien ne lui venait. Toutefois, il se produisit des remous dans le clan même des cochons, chez ceux d'esprit déliés. Au premier rang, 4 jeunes gorets piaillèrent leurs protestations, et dressés sur leurs pattes de derrière, incontinents, ils se donnèrent la parole. Soudain, menaçants et sinistres, les chiens assis autour de Napoléon se prirent à grogner, et les porcelets se turent et se rassirent. Puis ce fut le bêlement formidable du cœur des moutons. 4 pattes, oui, 2 pattes, non, qui se prolongea presque un quart d'heure, ruinant toute chance de discussion. Par la suite, Bribabille fut chargé d'expliquer aux animaux les dispositions nouvelles. « Camarades, disait-il, je suis sûr que chaque animal apprécie à sa juste valeur le sacrifice consenti par le camarade Napoléon à qui va incomber une tâche supplémentaire. N'allez pas imaginer, camarades, que gouverner est une partie de plaisir. Au contraire, c'est une lourde, une écrasante responsabilité. De l'égalité de tous les animaux, nul n'est plus fermement convaincu que le camarade Napoléon. Il ne serait que trop heureux de s'en remettre à vous de toute décision. Mais il pourrait vous arriver de prendre des décisions erronées. Et où cela mènerait-il alors? Supposons qu'après avoir écouté les billevesées du moulin à vent, vous ayez pris le parti de suivre Boule de Neige qui, nous le savons aujourd'hui, n'était pas plus qu'un criminel. « Il s'est conduit en brave à la bataille de l'étable, » dit quelqu'un. « La bravoure ne suffit pas, » reprit Bribabille. « La loyauté et l'obéissance passent avant. Et pour la bataille de l'étable, le temps viendra, je le crois, où l'on s'apercevra que le rôle de Boule de Neige a été très exagéré. De la discipline, camarades, une discipline de fer. Tel est aujourd'hui le mot d'ordre. Un seul faux pas, et nos ennemis nous prennent à la gorge. À coup sûr. Camarades, vous ne désirez pas le retour de Jones? Une fois de plus, l'argument était sans réplique. Les animaux, certes, ne voulaient pas du retour de Jones. Si les débats du dimanche matin étaient susceptibles de le ramener, alors qu'on y mette un terme. Malabar, qui maintenant pouvait méditer à loisir, exprima le sentiment général. Si c'est le camarade Napoléon qui l'a dit, ce doit être vrai. Et de ce moment, en plus de sa devise propre, « Je vais travailler plus dur », il prit pour maxime, « Napoléon ne se trompe jamais ». Le temps se radoucissait, on avait commencé les labours de printemps. L'appentis où Boule de Neige avait dressé ses plans du moulin avait été condamné. Quant au plan même, on se disait que le parquet n'en gardait pas trace. Et chaque dimanche matin, à 10 heures, les animaux se réunissaient dans la grange pour recevoir les instructions hebdomadaires. On avait déterré du verger le crâne de Sage l'Ancien, désormais dépouillé de toute chair, afin de l'exposer sur une souche au pied du mât
à côté du fusil. Après le salut au drapeau, et avant d'entrer dans la grange, les animaux étaient requis de défiler devant le crâne en signe de vénération. Une fois dans la grange, désormais ils ne s'asseyaient plus, comme dans le passé, tous ensemble. Napoléon prenait place sur le devant de l'estrade, en compagnie de Brille-Babil et de Minimus, un autre cochon, fort doué, lui, pour composer chansons et poèmes. Les 9 molosses se tenaient autour d'eux en demi-cercle, et le reste des cochons s'asseyait derrière eux, les autres animaux leur faisant face. Napoléon donnait lecture des consignes de la semaine sur un ton bourru et militaire. On entonnait bête d'Angleterre une seule fois, et c'était la dispersion. Le 3e dimanche après l'expulsion de Boule de Neige, les animaux furent bien étonnés d'entendre, de la bouche de Napoléon, qu'on allait construire le moulin, après tout. Napoléon ne donna aucune raison à l'appui de ce retournement, se contentant d'avertir les animaux qu'ils auraient à travailler très dur, et peut-être serait-il même nécessaire de réduire les rations. En tout état de cause, le plan avait été minutieusement préparé dans les moindres détails. Un comité de cochons constitué à cet effet lui avait consacré les 3 dernières semaines. Jointe à différentes autres améliorations, la construction du moulin devrait prendre 2 ans. Ce soir-là, Brille-Babil prit à part les autres animaux, leur expliquant que Napoléon n'avait jamais été vraiment hostile au moulin. Tout au contraire, il l'avait préconisé le tout premier. Et pour les plans dessinés par Boule de Neige sur le plancher de l'ancienne couveuse, ils avaient été dérobés dans les papiers de Napoléon. Bel et bien, le moulin à vent était en propre l'œuvre de Napoléon. Pourquoi donc, s'enquit alors quelqu'un, Napoléon s'est-il élevé aussi violemment contre la construction de ce moulin? À ce point, Brille-Babil prit son air le plus matois, disant combien c'était astucieux de Napoléon d'avoir paru hostile au moulin. Un simple artifice pour se défaire de Boule de Neige, un individu pernicieux d'influence funeste. Celui-ci évincé, le projet pourrait se matérialiser sans entrave puisqu'il ne s'en mêlerait plus. Cela, dit Brille-Babil, c'est ce qu'on appelle la tactique. À plusieurs reprises, sautillant et battant l'air de sa queue et se pâmant de rire, il déclara « De la tactique, camarades, de la tactique !» Ce mot laissait les animaux perplexes, mais ils acceptèrent les explications sans plus insister. Tant Brille-Babil s'exprimait de façon persuasive et tant grognait d'un air menaçant les 3 molosses qui se trouvaient être de sa compagnie. Chapitre 6. Toute l'année, les animaux trimèrent comme des esclaves, mais leur travail les rendait heureux. Ils ne rechignaient ni à la peine, ni au sacrifice, sachant bien que, de tout le mal qu'ils se donnaient, eux-mêmes recueilleraient les fruits, ou à défaut leur descendance, et non une bande d'humains désœuvrés tirant les marrons du feu. Tout le printemps et pendant l'été, ce fut la semaine de 60 heures, et en août, Napoléon fit savoir qu'ils auraient à travailler aussi les après-midi du dimanche. Ce surcroît d'efforts leur était demandé à titre tout à fait volontaire, étant bien entendu que tout animal qui se récuserait aurait ses rations réduites de moitié. Même ainsi, certaines tâches durent être abandonnées. La moisson fut un peu moins belle que l'année précédente, et 2 champs, qu'il eût fallu ensemencer de racines au début de l'été, furent laissés en jachère, faute d'avoir pu achever les labours en temps voulu. On pouvait s'attendre à un rude hiver. Le moulin à vent présentait des difficultés inattendues. Il y avait bien une carrière sur le territoire de la ferme, ainsi qu'abondance de sable et de ciment dans une des remises. Les matériaux étaient donc à pied d'œuvre. Mais les animaux butèrent tout d'abord sur le problème de la pierre à morceler en fragments utilisables. Comment s'y prendre? Pas autrement, semblait-il, qu'à l'aide de leviers et de pics. Voilà qui les dépassait, aucun d'eux ne pouvant se tenir longtemps debout sur ses pattes de derrière. Il s'écoula plusieurs semaines en efforts vains avant que quelqu'un ait l'idée juste. Utiliser la loi de la pesanteur. D'énormes blocs, bien trop gros pour être employés tels quels, reposaient sur le lit de la carrière. Les animaux les entourèrent de cordes, puis tous ensemble, vaches, chevaux, moutons, et chacun de ceux qui pouvaient tenir une corde, et même les cochons prêtaient patte forte